What's up guys, j'espère que vous allez bien. Mishka aka Guts MMA. We are back cette fois-ci pour breakdown UFC 328. Grosse carte qui oppose en finale Chimaev versus Strickland. On a 13 combats là, à breakdown ensemble. Mais avant de commencer, comme à l'habitude, n'hésitez pas si vous aimez les breakdowns, le contenu que je fais, etc. Un petit like, partagez, parlez-en. N'importe quel type de support est bien apprécié. Si vous en voulez un petit peu plus, ça se passe sur Instagram, GutsMMA. Et si vous êtes des degenerate gamblers comme moi, vous voulez un petit edge sur les marchés, savoir quoi bêter, pourquoi, le type de mise, etc. On va une meilleure idée, pas trop faire des pics à l'aveugle. Ça se passe sur Patreon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, ça va faire plaisir. Et d'ailleurs, cette semaine, pour UFC 328, je partage quelques plays gratuitement là, sur Patreon. Pas dans les tiers payants, donc il suffit d'être membre gratuitement. Et vous avez accès à certains bets là, et les raisonnements. D'ailleurs, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais qu'on soit, il y en a déjà un de partager là, pour la carte de samedi. Et avant de se lancer, je vous rappelle s'il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres, dans la description, il va y avoir les time frames pour les combats. Donc, si vous voulez en skipper certains ou passer à d'autres qui vous intéressent plus, vous pouvez y accéder assez facilement. Donc, that's it, guys. Sans plus tarder, on commence ça. On a une bonne carte là, à breakdown, donc une carte en direct de New York, New Jersey. On reprend les heures normales, donc c'est pas à 4h du matin comme la semaine dernière. Pour débuter la carte, là, on a un fun match-up. Pour de vrai, un des combats, on dirait que je suis pas certain comment il va play out là, sur la carte. Donc on a Clay Carpenter qui va affronter José Ochoa. Deux young guys, deux bons prospects là, chez les flyweight. Donc Carpenter qui est 8-2 et José Ochoa qui est également 8-2 chez les rangs professionnels. Ochoa qui est présentement un slight favorite, comme dirait Tapology. On va aller voir les odds, ça a bougé depuis là, bientôt 29 ans, 25 ans. Donc deux young guns. Chez les flyweight, on l'a dit, 5-6, 5-7 pour la taille et la portée, un pouce de plus là, du côté de Ochoa. Communauté largement du côté de Ochoa. Peut-être pas tant représentatif là, des cotes actuelles. Puis voyons voir d'ailleurs là, si ça a bougé. Mais je pense que c'était encore dans les mêmes eaux la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, vous voyez, José Ochoa, moins 175, Carpenter, plus 150. Je tends à favoriser un petit peu José Ochoa. Un fight qui risque de play-out assez serré. Un finish d'un côté ou de l'autre, je ne suis pas certain. J'aurais tendance à aller du côté de la décision. On pourrait quasiment classer ce combat-là comme un match-up grappler versus striker. Pas nécessairement à l'extend d'autres combats qu'on a sur la carte qui sont vraiment de façon assez flagrante là, des grapplers versus striker. Mais Ochoa qui préfère opérer debout. Bon striking, José Ochoa, diversifié. Donc, il va donner différents looks. Là. Il ne va pas seulement spammer des jabs ou des tips à la Strickland. Là. Donc, beaucoup d'armes différentes dans son arsenal. Il feinte beaucoup, j'aime ça. Il a un meilleur mouvement que Clay Carpenter. J'aurais tendance à dire un petit peu plus puissant également, plus rapide, plus explosif là, au niveau du striking. Puis le jeune, il a déjà affronté des bonnes pointures. Vous voyez, il a fait son UFC début contre Loner Kavanagh. Je ne suis plus certain si c'était short notice ou non par contre. Là, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. J'ai un blanc, un combat qu'il a perdu par décision, mais il a quand même tenu son bout contre Loner. Il y a eu certains moments. Il a démontré une bonne durabilité parce qu'il a mangé des bonnes patates, que ce soit au corps ou à la tête là, durant ce fight. Fait quand même un bon test là, en commençant au UFC, vu le type d'adversaire. Contre Cody Durden, on l'a vu la semaine passée ou l'autre d'avant, Durden, qu'est-ce qu'il est capable de faire encore. Il y en a dans le tank. Il a passé le Cody Durden test in good fashion. Première round quand même assez serré, mais Ochoa qui met beaucoup de pression sur le front foot, feinte a lot. Il peut concéder des takedowns, oui, mais il est difficile à contrôler. Puis il a un bon get-up game, une bonne capacité de scramble, ce qui va être important contre un gars comme Clayton Carpenter, qui a vraiment un gros jiu-jitsu level. Je pense que c'est Brown Belt Carpenter, mais il a gagné des gros tournois, que ce soit en gi ou no gi, là, donc quand même décoré au niveau du grappling. Finalement, deuxième round commence, puis Ochoa qui smoke, là, qui éteint Cody Durden avec les premiers punches. Un finish assez impressionnant. Un uppercut, je pense qu'il avait starté le bal ou qu'il l'a terminé. Mais il y en avait un dans le mix, je me souviens, je l'ai tapé au début de la semaine. Puis son dernier fight contre Assou Almabayev. Un combat qui a
perdu par décision, mais contre un excellent grappler, encore une fois. Almabayev qui a une grosse lutte, qui a un bon contrôle habituellement, mais Ochoa, il a tenu son bout. Voyez, en termes de strike, il a quand même réussi à out-strike Asu. Il s'est fait contrôler, certes, mais il y a eu des moments, il est même allé chercher le dos là, de Azu Almabayev là, au premier round. Comme je dis, il y a des bonnes capacités de scramble, mais ça a été too much. Là, le Asu treatment s'est fait contrôler pour la majorité du fight. Il a tenté des soumissions, ça n'a pas marché. Asu qui a tenté de le soumettre, ça n'a pas marché. Fait que démontre tout de même une sub-defense intéressante. Puis du côté de Carpenter, il n'a peut-être pas affronté le même niveau d'adversaire là, que Kavanagh ou que Almabayev au UFC. Combat contre Edgar Chairez, ça en a un que j'ai écouté. Pourquoi? Chairez qui est principalement un striker, qui a une bonne capacité de scrambling aussi, puis qui a un frame fait un petit peu plus long. Ochoa qui n'a pas nécessairement beaucoup plus de portée, mais qui aime striker à distance, puis qui utilise bien son range. Fait que c'était un combat intéressant à TP. Puis Carpenter qui a eu beaucoup de succès, honnêtement. Bon takedown, bon contrôle au sol. Sa boxe est bonne, mais il est un peu plus stiff puis raide là, que Ochoa. C'est moins smooth, on va dire, sur les pieds. Puis c'est une belle victoire contre un doute dangereux comme Chairez. La lutte lui a servi amplement ici. 2 combats suivants, les soumissions, mais c'est vraiment contre du lower level, à mon avis. Puis les 2 combats suivants, il a perdu, mais c'est contre des adversaires qui avaient un edge sur lui au niveau du grappling. Antagir Ulambekov qui a takedown Carpenter à plusieurs reprises. Significant Strikes, vous voyez, là, c'est semblable. Mais Tagir qui a réussi à edger. Puis Philo qui l'a soumis avec aisance. Philo qui s'est fait battre par Cody Durden à l'inverse de Ochoa. Il y a 2 semaines. Fait que peut-être que cette défaite-là a vieilli un petit peu moins bien. Mais c'est ça, vous voyez, il s'est fait out-grapple ici, ça n'a pas bien été, il s'est fait sub. Fait que est-ce que Carpenter va réussir à take down, à contrôler Ochoa pour des périodes de temps prolongées? Je suis pas certain, ça pourrait arriver, mais j'aurais tendance à aligner vers le non. Je pense que Carpenter, c'est probablement un test un petit peu moins solide là, qu'un Asu Almabayev pour José Ochoa. Puis un test qui, oui, s'est fait contrôler, il a perdu le combat, mais qui a tout de même donné une bonne résistance. Il est jeune, à 25 ans, gros edge debout. Dans la grande cage, ça va peut-être être plus difficile justement là, d'obtenir les takedowns. J'aurais tendance à aligner slightly du côté de Ochoa. Est-ce que je vais parier ce combat-là? Absolument pas, honnêtement. Comme vous voyez, mon read n'est pas super clair, puis je suis pas prêt à mettre mon argent d'un côté ou de l'autre. Fait que le pick en ouverture de carte, ça va être José Ochoa. Mais pour moi, aucune action sur ce fight-ci là, en partant. Prochain fight, on a Besangour sur Surkaev qui va affronter Jordan Santos. Un combat quand même intéressant, je vous dirais 11-0 pour Besangour et 11-2 pour Jordan Santos qui est un énorme là, underdog en ce spot. 25 ans, 28 ans, donc les deux quand même jeunes. Un combat chez les middleweight pour la taille, avantage de 2 pouces pour Besangour et 4 pouces de plus aussi de reach là, de son côté. Communauté largement du côté de Susurkaev. Puis de mon côté, le pick, je pense que Susurkaev va gagner. Il y a plus de chances définitivement, mais j'aime pas du tout les odds. J'ai même un small poke sur Jordan Santos, là, rien de heavy. On dirait que je suis pas encore tant impressionné par Besangour. Je comprends qu'il y a du potentiel. Il est très doué. C'est le meilleur mixed martial artist entre les deux, j'en conviens. Mais sur tape, de ce que je vois, il y a encore des croûtes à manger, je pense, puis du progrès à faire. Puis Jordan Santos, je veux pas, c'est probablement quand même l'adversaire de la plus haute qualité qu'il aura affronté au UFC level, ou du moins presque. Puis au niveau des odds, je pense que c'est encore semblable. Besangour, moins 650. Jordan, plus 475. C'est à peu près à ce prix-là que je l'ai poké. Pas un high confidence level, mais je pense qu'il y a des facteurs qui jouent sur les cotes. Puis entre autres, avant même de parler du breakdown et tout, ça fait partie du breakdown, mais là, hype. Besangour, vous vous souviendrez, qui était à Dana White Contender Series. C'est un partner d'entraînement de Hamzat. Il avait gagné son combat contre un gars low level, certes. Là, un beau type au corps là, au premier round, c'est de toute beauté. Son nom, on va l'avoir ici. Là. On va aller voir exactement sur son profil UFC. Mais oui, Besangour à Dana White Contender Series, toute beauté, le type au corps contre Murtaza Talla. Mais le dos est mauvais, ok, il faut quand même se le dire.
Puis il avait pris un combat contre Eric Nolan 4 jours plus tard sur la carte de Duplessis et Chimaev, 4 ou 5 jours par après. Ah bon là, la date ici, là, vous voyez, 12 août, 16 août, donc 4 jours d'écart là, entre les deux combats. Eric Nolan, un gars qui venait de la scène régionale. Un doute décent, oui, mais de 1, c'est un doute qui vient de la scène régionale. De 2, c'est très short notice pour Eric Nolan. Mais de 3, Eric Nolan, c'est un 170 livres. Puis c'est un combat qui a pris short notice à 185 contre Besango. Fait qu'il y a gros désavantage de gabarit tout de même là, ici. Puis Eric Nolan qui gagne le premier round d'aplomb. Là, donc Besango qui a tendance je sais pas, à play around. On dirait qu'il prend pas les choses au sérieux en début de combat. Il peut starter un petit peu slow. Puis Rick Nolan était là pour se battre. Puis il y a vraiment un yard strike, là, je me trompe pas, Besenko là, au premier round. On va aller voir les stats exactes. Là. Mais c'est pas un super good look étant donné toutes les circonstances du combat. C'est pas fait outstrike, mais il a perdu le premier round. C'est même fait rock. Eric Nolan qui wobble, qui sonne là, Besanko à la fin du premier round. Honnêtement, 15-20 secondes de plus, puis probablement que Besanko se serait fait finir sur cette séquence-là. Deuxième round commence, le Besanko, c'est là qu'il a décidé, bon, j'arrête de play around. Il y a eu des séquences de grappling, puis il est allé chercher là, la soumission. Fait que bon jiu-jitsu, je pense qu'il est juste ceinture bleue en jiu, mais très très bon grappling. Bonne lutte également, il s'entraîne avec Chimaev, fait que son grappling est décent, c'est certain. Puis le combat suivant contre Eric Mekonico, vous en souviendrez peut-être, je pense que c'est un favori à moins... il devait être à au moins 1500, je peux pas croire. Mekonico qui a démontré beaucoup de progrès dans ce combat-là, mais aussi qu'il y a eu une belle victoire récemment contre Rodolfo Vieira, vous vous souviendrez. Mais même chose, Besango, il commence, on dirait qu'il ne prend pas trop ça au sérieux. Mekonico qui arguably gagne le premier round. Il a gagné officiellement sur la carte de un juge, mais moi quand je regarde cette fight-là, j'y donnais le premier round certainement. Puis même le deuxième, très serré, là, Mekonico qui a un bon takedown defense, qui place des bonnes shots, vous voyez en termes de coups significatifs, 53-53. Puis sur ce Kaev qui, comme je vous dis, il play around, il sourit quand il se fait frapper, on dirait qu'il ne prend pas trop ça au sérieux. Vous voyez, il s'est fait outstrike les deux premiers rounds contre Mekonico. Troisième, il a trouvé un gros punch qui l'a éteint, fine, il faut lui donner. Beau finish, mais Mekonico, il est reconnu pour se faire finir souvent dans la défaite. Je pense qu'il y a 3 losses, 3 knockouts, c'est une d'entre elles. Je veux dire, quand t'es favori à moins 1500, t'es pas supposé looker like that. Puis là, c'est encore un énorme favori contre Jordan Santos. Comme je vous dis, oui, son striking est plus technique. Il frappe plus fort. Je pense qu'il a plus de vitesse, plus explosif. Meilleur grappling également, fait qu'il y a beaucoup d'avantages. Mais on dirait que c'est le genre qui va pas se battre à l'étendue de son price tag. Il va falloir qu'il me prouve l'inverse. Puis Jordan Santos, oui, il est moins talentueux, je pense, mais il y a une boxe fonctionnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de volume. Le dude, il push un gros pace, donc il met de la pression. Il est willing d'engager le clinch, qui pourrait lui nuire un petit peu ici, mais il envoie beaucoup de punch debout. Pas le plus puissant, mais il y a quand même un pop considérable. J'ai entendu du monde dire qu'il n'y avait aucune force de frappe, mais moi, je pense que sa force est correct, entre guillemets. On l'a vu là, contre Danny Barlow au deuxième round, justement. Bref, si on regarde un peu son parcours, victoire, gros underdog contre Will Curry ici. Contre Ozzy Diaz, c'était le favori, puis il a perdu. Ozzy Diaz, on en reparlera tout à l'heure. Fait que ça a été back and forth. Les deux ils ont tradé sans arrêt. Vous voyez les coups significatifs. Jordan Santos, il faut le dire, il a tout qu'un chin. Il peut prendre un bon punch. Peut-être que Besango pourrait le mettre KO, mais j'ai vu Jordan Santos manger des très grosses patates là, contre ces dudes-là, principalement Danny Barlow. Danny Barlow, on l'appelait Left Hand to God, peut-être que vous vous en souviendrez, il était super hypé après Contender Series. Finalement, il s'est fait beat up par Jordan Santos. Je l'avais pick même dans ce cas-ci. Compétitif au départ, Jordan Santos qui se fait sonner quand même pas mal au deuxième. Il reçoit des grosses patates de Danny Barlow, mais il tombe pas, il est durable. Puis turns out que c'est lui qui revient à la fin du round, puis il passe à ça de terminer. Là. Du moins, il met Danny Barlow dans toutes sortes d'autres troubles. Il le out-dog, il le out-strike, il lance plus de shots. Fait que, tout de même une performance impressionnante. Puis Jordan Santos, encore une fois, était un underdog considérable là, dans ce match-up-là. Fait que le dude, c'est un dog, il a du cardio, il est là pour se battre, il veut. Il va pas play around, il veut gagner même si c'est un gros dog. Fait que, bref, si le combat il s'extend, écoutez, Jordan Santos, who knows qu'est-ce qu'il pourrait
arriver. Et là, si sur Kaev, il play around en début de combat, il se réveille mid-deuxième round, takeover un peu plus late, mais Santos durable, il peut prendre les punches, encaisser ça. Ça pourrait être une décision un peu plus greasy que ce qu'on pense. Si Bissango décide de lutter dès le départ, ben là, ça pourrait donner un bon edge, mais je pense pas que Jordan Santos, il est facile nécessairement à sortir de là, même au niveau du grappling. C'est jamais fait de finir en fait en carrière, fait que le dude est durable, le tough et le dur, le tough est dur. Le dude est tough à mettre out. Fait que, écoutez, à ce prix-là, j'ai pris un petit poke, mais je pense tout de même que Bissango, il y a un Bissango, il y a un ceiling beaucoup plus élevé, beaucoup plus de potentiel au UFC. Mais encore une fois, il est en développement, il faut qu'il m'en prouve un petit peu plus. Fait que Bissango, ça va être le pic, mais je pense pas avoir aucune action de tout type là, sur lui là, ce week-end. Pas certain comment ça va play out là, dans ce combat-ci. Ben hâte de voir s'il va deliver, s'il va cover son price tag ou non. Combat super intriguant. Donc voilà, Bissango pour le pic, mais no action on him. Next up, on a Pat Sabatini qui va affronter William Gomi. Et ici, on a le premier vrai grappler versus striker match-up, à mon avis. Le premier là, de 3, on s'en reparle rendu aux autres. 21-5 pour Pat Sabatini, 15-3 pour William Gomi. Sabatini, le favori à moins 200, 35 ans versus 28 ans. Combat chez les featherweight. Gomi qui a quand même 4 pouces de plus là, de taille et aussi 3 pouces de plus de portée. Communauté plus du côté de Sabatini. Puis au niveau des odds, je pense pas que ça a trop bougé. Dans les alentours de quoi, moins 2-10, moins 2-15 là, pour Pat Sabatini. Puis je tends à aligner de son côté en termes de pick. Est-ce que je vais le parier? Je ne crois pas. Mais c'est vraiment là, un classique striker versus grappler. Pat Sabatini, 35 ans. Il ne va pas changer, évoluer sa game du jour au lendemain. Le dude, son striking, bof. Très, très bof. Il envoie des shit. Je veux dire, sa technique n'est pas à chier, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de power debout. Mais surtout, il y a un chin très, très douteux. Fait que c'est pas là son bread and butter. Son bread and butter, c'est au sol. Le dude, il a une solide lutte, mais c'est surtout son contrôle au sol qui est excessivement bon. Vous voyez tous ces combats là, au UFC. Il y a 2 losses. Les 2, il s'est fait knocker au premier round en moins d'1 minute 30. Sinon, toutes les autres, c'est des takedowns. Rinse and repeat. Soit il trouve la soumission, son jiu-jitsu est exceptionnel, ou soit il domine jusqu'à la décision. Mais c'est ça, c'est au sol ou rien. Si ça se passe debout, ses adversaires sont capables de stuff les takedowns. Il n'y a pas un bon menton, puis il peut se faire expose. Vous voyez, il y avait une belle ride en commençant là, au UFC level. Même une victoire over TJ Laramie, que j'imagine que vous connaissez. Donc le out-grapple, takedown, contrôle. Vous voyez beaucoup là, de takedown au fil de ces combats. Contre Damon Jackson, c'est un combat particulier. Il n'y a pas de takedown, ça s'est fini vite. Damon Jackson qui a commis une victoire, je pense. Le destin était de son côté. Jackson qui avait perdu, je pense, son frère quelques jours avant le combat. Très émotionnel là, comme moment. Puis réussi à aller chercher un gros knockout au premier round. C'était quand même de toute beauté vu toutes les circonstances pour lui. Pat qui revient quand même en force contre Almeida, va soumettre là, Lucas Almeida. Contre Diego Lopez, réussit pas à le takedown early. Du moins, ça n'a pas duré longtemps, mais Lopez qui réussit à le chin check puis à le terminer. But it's fucking Diego Lopez. Puis ensuite, Jonathan Pierce, très bon grappler. Habituellement, c'est lui qui out-wrestle, out-grapple le monde. Pat Sabatini, il en a fait qu'une bouchée. Yo Anderson Brito, excellent jiu-jitsu guy, très physique. Pas le meilleur takedown defense par contre. Non seulement il s'est fait out-grapple, mais vous voyez, là, il s'est fait takedown 4 fois. 24-3 les coups significatifs. Combien de minutes? 13 minutes 47 de contrôle pour Pat Sabatini. Contre un dude comme Brito, c'est impressionnant. Puis contre Chepe, c'était un rematch. Les deux s'étaient déjà battus. 12-7, pas beaucoup de coups significatifs, là, mais Pat Sabatini, là, vous voyez, 7 takedowns, 10 minutes 37 de contrôle. Contre un autre bon scrambler, Jiu-Jitsu guy, mais aussi un black belt en judo, je ne me trompe pas, donc good hips. Puis Pat Sabatini qui a vengé là, sa défaite par split decision contre Chepe. Fait que c'est wrestling, grappling or nothing. Puis du côté de Gomi, c'est un combattant en développement, un striker à distance, il est bien meilleur, il a des bien meilleurs mouvements, du southpaw stance. Beau striking, ça se passe debout, il va piece up Sabatini, c'est sûr et certain. Mais il va avoir à défendre des takedowns puis à maintenir le combat debout. Puis, pas au sol, je veux dire, en lutte, Gomi, on l'a vu se faire takedown
par des dudes, des moins bons grapplers, des moins bons jiu-jitsu guys là, que Pat Sabatini. Entre autres, vous voyez, on l'a vu contre Johan Anderson Brito, qui s'est fait vraiment outclass par Sabatini. Gomi qui s'est fait takedown 3 fois, qui a défendu 2 subs à terme, mais s'est fait aussi takedown par Francis Marshall. Juste late dans le combat, au début du fight, il a quand même bien fait là, de belle gestion de la distance, feintait pour tenir Marshall à B. Puis le dernier combat contre Chuchala s'est aussi fait takedown 2 fois. Gomi, il n'est pas nécessairement facile à takedown. Je pense qu'en général, il a une bonne capacité de get up, de scrambler up, mais il n'est pas fait face au niveau de lutte là, d'un Pat Sabatini. Puis une autre chose, c'est que Gomi, c'est sûr, il est avec un nouveau camp, il est en développement, il fait du progrès, c'est sûr et certain. Mais c'est un kickboxer, il envoie beaucoup de jambes. Sabatini est bon pour catcher les kicks, amener les combos au sol de cette façon. Oui, il y a de la lutte classique, mais je pense qu'il y a d'autres stratégies là, pour amener le fight sur le tatami. Il y a des bons body lock takedown, il y a des takedowns classiques. Il va lui donner différents looks là, à Gomi. Puis je pense qu'ultimement, il va réussir à l'amener au sol. Puis une fois à terre, bien souvent, le Pat, dépendamment du niveau de ses adversaires, ça peut être un takedown et c'est le round en entier. Donc, je ligne du côté de Pat, sub or decision. À ce prix-là, par contre, moins 215. Et pour un straight moneyline play, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je vais vous avouer, c'est mon pick avec une confiance moyenne. Mais Gomi qui fait beaucoup de progrès, qui a un bon gabarit, qui a déjà démontré une bonne capacité de défendre les takedowns, pourrait peut-être causer une surprise ici. Who knows? Mais en termes de pick, je vais ligner du côté de Pat Sabatini. Prochain combat, on a Roman Kopylov versus Marco Tulio. Kopylov qui est 14-5 chez les professionnels et Tulio 14-2. Slight favorite là, pour Marco Tulio, 35 ans pour Kopylov, 31 pour Tulio. Combat chez les middleweight, 6 pieds les deux, léger avantage, vous voyez 0.5 pouces de plus de portée pour Kopylov, c'est très light. Communauté, plus quasiment un PKM, puis je serais plus d'accord avec des odds à ces pourcentages-ci. Si on regarde s'il y a eu du line movement depuis récemment, il y avait Kopylov à plus 165 la dernière fois là, que j'ai jeté un look. Encore une fois, là, vous voyez plus 165 là, pour Kopylov, ce qui est quand même un décent prix. Puis justement, à ce price tag-là, j'étais aligné du côté du underdog ici. À mon avis, ça va être principalement un striking match. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Tulio va tenter d'amener Kopylov au sol puis de le maintenir là. Peut-être qu'il va essayer, mais je pense que c'est chose plus facile à dire qu'à faire là, du côté de Tulio. Tulio s'entraîne là, à shoot box. Il y a quand même une lutte correcte. Il y a un bon jiu-jitsu. Je pense d'ailleurs qu'il y a l'avantage clairement en jiu-jitsu dans ce match-up-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'avantage de lutte? Ça, je ne suis pas certain. Les cappers qui pensent qu'ils veulent l'amener au sol, ils se basent principalement sur la performance de Marco Tulio versus Yusri Belgaroui. Ça peut loader ici. UFC Stats qui fait des siennes. Mais bref, Yusri Belgaroui, si vous ne le replacez pas, c'est le grand kickboxer chez les middleweight qui s'entraîne avec Alex Pereira et Glover Teixeira. Un doute qui se battait à Glory, donc super long frame. Puis récemment, il a good Yusri. Bon, on dirait que ça ne marche pas ici. C'est pas grave, on va faire une autre méthode. Donc, vous voyez le Marco Tulio. Yusri Belgaroui, c'était... Non, ça a été plus loin. Okay. Bon, on va aller direct sur son profil Tapology. Parce qu'il n'avait pas été signé après cette performance-là. Bref, vous voyez contre Yusri Belgaroui ici là, en 2023. Combat qu'il a gagné là, sur la base de 2 takedowns, je pense, puis du contrôle au sol, mais rien fait de bon avec ça. Il ne s'est pas fait signer. Il est revenu à Contender Series. Une grosse victoire contre Mathieu Duclos, un Français, si je ne me trompe pas. Puis ensuite, il est rentré au UFC. Win par knockout contre Ior Possiera, mais c'est Ior Possiera, il n'est pas super doué, on s'entend. Trijan Gore, il a piece up. C'est une victoire qui vieillit quand même bien, considérant comment Trijan Gore a look recently. Mais personnellement, si on rerun ce combat-là maintenant, je pense que Trijan Gore aurait plus de chances de gagner avec ce qu'il a démontré récemment. Mais tout de même, Tulio qui démontre beaucoup de volume dans ce fight-là, un gros output debout. Puissance,
descendre debout, je dirais, mais je donne le edge à Kopylov là, au niveau là, de la puissance de frappe. Et contre Christian Leroy Duncan, il a essayé de lutter. Il a amené le combat au sol à quelques moments, si je ne me trompe pas. Ah, bon, on l'a. Vous voyez, il y a eu 2 takedowns, mais pas nécessairement beaucoup de contrôle. Puis il s'est fait knockout cold, un knockout brutal là, contre Leroy Duncan. Un spin elbow qui ouvre la marque, mais après ça, il envoie des finishing blows avec les mains puis du gros ground and pound. Laisse Marco Tulio out, inconscient, sur le tapis. Fait qu'il revient là quand même d'une grosse défaite il y a 6 mois. Il y a 2 défaites Tulio, les 2 fois il s'est fait knocker, mais celui-là était particulièrement là, violent. J'ai vu il a dû se faire opérer au visage là, au niveau, je sais plus si c'est en dessous des yeux, là, les os orbitaux ou quelque chose du genre, mais bref, not a good look. Comment que Marco Tulio va bounce back de ce fight-là, je ne sais pas. Puis là, il fait face à Kopylov, qui est un excellent striker, puis qui démontre une très grosse puissance de frappe. Je pense que Kopylov, il est plus technique, il y a peut-être moins de variété de frappe et de trucs funky, mais je pense que tout de même que debout, il est un peu plus technique, il est plus rapide, plus explosif, surtout early en début de combat. Puis Kopylov, oui, au début de sa carrière, il s'est fait expose au niveau du sol. Il a concédé des défaites en raison du grappling puis des amener au sol. Bon, encore, il y a aussi Stats qui fait des siennes. On va aller sur Tapology. Kopylov, ici, je vous montre les combats desquels je parle. Donc 14-5, il a perdu contre Albert Duraev et Carl Robertson. Des combats qui s'est fait amener au sol, qui s'est fait out-grapple. Mais après, Kopylov qui est allé faire des fight camps dédiés justement là, au wrestling. Je ne me souviens plus du camp exactement qui est allé. Quelque part en Russie, si je ne me trompe pas. Puis par après, la plupart des adversaires ont tenté de l'amener au sol. Je pense que je l'ai la stats là. Ici, si on regarde, je l'ai dessus. Kopylov. Là, bon, écoutez, je ne sais plus où est-ce que je l'ai marqué, mais bref, dans ses derniers adversaires, je pense qu'il y en a peut-être 7 qui ont tenté de l'amener au sol. Il y en a seulement 2 qui ont réussi. Puis l'un d'eux, c'est Anthony Hernandez, qui l'a takedown, oui, qui l'a terminé au 2e round. Mais actually, Kopylov, il a défendu, je pense. Je l'ai ici, merveilleux. Anthony Hernandez, vous voyez, Kopylov, premier round, il a défendu 10 takedowns sur 11 attempts. Bon, je ne réussirai pas à l'ouvrir, mais c'est pas grave. Fait que oui, Kopylov s'est fait amener au sol, mais c'est Anthony Hernandez qui a juste tenté de le takedown 20 fois au premier round. Il a défendu la majorité, il a survécu, mais ça l'a épuisé. Puis il s'est fait out-gas, out-cardio au 2e pour se faire terminer. Mais sinon, depuis, c'est même actually Roman Kopylov qui tend à utiliser un petit peu plus sa lutte. Donc, vous voyez, défendu 10 takedowns sur 11 tentatives là, contre Hernandez, qui est quand même une bonne chose à mon avis. Combat suivant, Kopylov qui réussit à avoir des takedowns sur Chris Curtis qui a un excellent takedown defense, quand même impressionnant. Puis je pense que la ligne est peut-être biaisée un peu en raison qu'il est sur 2 défaites. Par contre, regardez les noms. Paulo Costa qui look carrière best récemment. Fait que c'est pas une tâche facile. Puis Kopylov, oui, il a perdu décision unanime. Il s'est fait dropper, mais il y a eu quand même certains moments. Puis il a tapé Costa quand même solidement. Puis son dernier fight contre Gregory Rodriguez, qui est un autre top middleweight dans la division, il s'est fait péter. On dirait qu'il n'a jamais réussi vraiment à starter l'engin à 100%. Mais dans ce combat-ci, c'est lui, il a défendu les takedowns de Rodriguez. Puis il a même eu des très bons takedowns. Lev Rodriguez, qui est un colosse, puis le projette au sol. Super impressionnant. Puis au 3e round, Kopylov, il clip Rodriguez solide. Je l'ai dit, le dos il est gaucher. Là, je ne l'ai pas dit ça, mais il y a des laser fast kicks. Son kick gauche au corps, au visage, c'est un laser. Ça va vite, ça fait fort. Fait que, bref, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances de trouver là, un knockout blow debout contre un Tulio qui revient d'une grosse défaite par knockout. Kopylov, il ne s'est jamais fait KO en carrière. Fait que je ne penserais pas que ça arrive. Il démontre une extrêmement bonne durabilité. Il s'est fait clipper solide par Costa Rodriguez à maintes reprises, qui cogne beaucoup plus fort que Tulio, à mon avis. Puis il a mangé les shots, puis il a push through it. Fait que, écoutez, à plus money, je pense que Roman Kopylov, c'est un dog qui est extrêmement live ce samedi. Je l'ai partagé dans le Patreon, en free bet. J'ai parié le point de spread de Roman Kopylov, le plus 3.5 à plus 105 le tag. Donc, s'il gagne, fine, on l'a. S'il perd Roman Kopylov, je pense que ça va être une décision la majorité du temps. Pas impossible que ça se finisse, mais je pense vraiment que les conditions de victoire les plus fréquentes de Tulio ici, c'est une décision. Puis
Puis je pense pas que Tullio il gagne un 30-27 all-around. Donc même si Kopylov il perd le combat par décision, mais qu'il réussit à sneaker un round, on gagne notre bet. Fait que c'est l'angle que j'ai approché ici. Son money line à plus 165, je pense qu'il y a de la value quand même. Et j'ai pris aussi un petit poke, là, Roman Kopylov KO à plus 600 sur Bet99. La majorité des books avaient ce prop-là à plus 425. Plus 100, je trouvais que c'était une belle value. Fait qu'il y a un quart d'unité là-dessus contre un Tullio qui revient d'une grosse défaite par knockout. Who knows? Un head kick qui passe, un gros crochet, ça pourrait ne pas pardonner. Fait que premier underdog pick de la carte pour moi en Roman Kopylov. Next, on a Jim Miller qui est somehow encore au UFC qui va affronter Jared Gordon. 38, j'allais dire 36, 38-19 là, pour Jim Miller, un vétéran. Ça fait tellement longtemps qu'il est là, contre 21-8 pour Gordon, qui est un gros favori tout de même. Gros tag, mais je comprends relativement pourquoi. De un, l'âge, Jim Miller qui a 42 ans, il va bientôt avoir 43, 37 ans pour Gordon, donc pas un young gun. Mais quand même, je pense qu'il y en a encore un petit peu plus devant lui que Jim Miller. Combat chez les lightweight, 5-9, 5-8. Avantage de portée, 3 pouces du côté de Miller. Majorité là, de la communauté sur Gordon. C'est également là, mon avis. Puis si on regarde les odds, est-ce que ça a changé ici? Non, moins 300 pour Gordon, fait que pas vraiment. Puis écoutez, on va faire ça quand même quick ici. Jim Miller, 42 ans, a clairement ralenti. Je veux dire, il y a encore le puncher's chance ou la possibilité peut-être de sécuriser une guillotine early. Mais à part ça, je ne vois pas gagner une décision contre Jared Gordon. Jim Miller, fut un temps où c'était un problème pour beaucoup de gens, mais récemment, tous ses combats, il fatigue assez vite. Il est plus aussi rapide, plus autant mobile. Les réflexes sont plus tout à fait là. Il s'est fait piece-up, vous vous souviendrez, là, par Bobby Green là, à UFC 300. Revenu contre Damon Jackson, il a réussi justement à trouver une guillotine assez rapidement. Fait que belle petite win rapidos pour le chum Miller. Puis son dernier fight contre Chase Hooper s'est fait ragdoll pour 3 rounds par Chase Hooper, qui look pas super good là, récemment. Là. On s'entend. Gordon, je pense pas qu'il va essayer d'amener le combat au sol. Ça serait donner une grosse chance à Jim Miller de sécuriser la victoire, peut-être avec une soumission. Nasty Jiu-Jitsu, Nasty Guillotine, c'est pour ça que je le mentionne. Jared Gordon, qui est aussi plus petit, qui cogne dur. Il revient d'une défaite contre Rafa Garcia, qui a une belle victoire récemment contre Hernandez. Fait que ça vieillit quand même bien. Un combat, là, grosse guerre back and forth. Jared Gordon, une bonne boxe quand même. Bien grandé au sol. Il cogne dur pour la division. Il a donné beaucoup de fil à retordre là, à Rafa Garcia. J'avais même un bet sur lui, je me souviens, sur Gordon. Un combat qui s'est fait terminer au 3e, mais pour ceux qui ne savent pas les circonstances, Jared Gordon s'était fait happer par une voiture la veille. Donc, s'est fait rentrer dedans par un char. Il avait le genou pété. Il a décidé de se battre quand même. Il y avait même un knee sleeve dans ce combat-là. Il a quand même décidé d'aller se battre malgré tout. Il a délivré une performance décente, mais je pense que ça l'a rattrapé ici. Puis sinon, juste avant ça, belle win sur Thiago Moises, gros knockout, vous vous souviendrez. Décision partagée contre Axe-Parat, une grosse guerre back and forth contre un très bon striker, beaucoup plus rapide et efficace qu'un Jim Miller à ce point-ci. Gordon qui a une bonne lutte aussi. Fait que c'est Jim Miller qui essaye d'initier le grappling. Je pense que Jared Gordon est capable de défendre les takedowns ou se relever très rapidement. Fait que, à moins que Jim Miller réussisse à clipper vraiment tôt dans le combat, je pense que ça va être all Jared Gordon. Puis il y a une bonne puissance de frappe. Fait que peut-être un finish. Jim Miller, on l'a vu contre Bobby Green. Là, il n'a pas bien wear le dégât sur 3 rounds. Ça aurait pu être terminé là, peut-être à 1 ou 2 reprises, même au 3e. Fait qu'à mon avis, c'est probablement ça qui va arriver. Par contre, justement, si ça se bat dans le pocket, on l'a vu, Jared Gordon contre Garcia, c'est un pocket boxing match pour la majorité du temps. Jim Miller, il y a des bons elbows close range. Puis contre Rafa Garcia, c'est ça qui a commencé vraiment là, à faire beaucoup de dégâts à Gordon. C'est les coudes close range. Fait que who knows, peut-être Jim Miller pourrait passer un sneaky elbow puis faire beaucoup de dégâts, changer le vent de côté. Mais en termes de pick, là, j'ai pas le choix ici de prendre Jared Gordon. Là, Jim Miller à l'aube de ses 43 ans, malheureusement, je ne peux pas le backer. Je pense pas avoir de pari sur ce combat-là. Si jamais il gagne, je vais être vraiment content pour lui, mais j'y crois peu personnellement. Next up, Grant Dawson versus Mateusz Rebecki. Puis je m'étais mêlé, là, s'il y en a qui écoutent le breakdown puis qui ont écouté la dernière édition, de partager
de décision partagée avec Max Karabin. Je m'étais trompé. Je pense que j'ai mentionné que Mateusz Gamrot il se battait en fin de semaine, mais non, c'est pas Gamrot, c'est Mateusz Rembetski. J'ai souvent tendance à confondre les deux, donc my bad là, sur ce coup. Grindalson, 23, 3 et 1 chez les pros, 20 et 4 pour Rembetski. Slight favorite là, pour Grindalson, ici 32 ans, 33 ans, 150, les deux chez les lightweight. Je pense pas qu'il y ait de weight miss ici. 5 et 10 versus 5 et 7, avantage de taille pour Dawson, mais aussi de portée. Là, vous voyez quand même 6 pouces de plus de range. Communauté qui favorise plutôt Rembetski, donc quand même... c'est toujours quand même une surprise de voir la communauté qui ont les odds flippés par rapport aux cotes actuelles sur les marchés. Puis on va aller voir d'ailleurs. Là. Dawson, moins 165, Rembetski à plus 145. Puis je suis quand même partagé sur ce combat-là. C'est le deuxième que je qualifierais de grappler versus striker. Dans un sens, parce que Rembetski est capable de grappler. Il a une bonne lutte quand même, un bon jiu-jitsu. Mais c'est Dawson qui n'a pas vraiment de striking, qui n'a pas un bon chin. Fait que Rembetski, je pense pas qu'il va utiliser vraiment son grappling ici. Du moins, je pense que ce serait une très mauvaise idée et un très bad fight IQ si Rembetski commence à lutter là, dans ce combat-là. Puis écoutez, Grant Dawson, on le sait, c'est un peu à l'image de Pat Sabatini. S'il réussit là, à laisser aller son grappling et amener le combo au sol, c'est un unit. Il a un super bon contrôle. Son back take est élite. Mais il est aussi capable juste de hang out dans la garde s'il est contre des adversaires avec un niveau de grappling un petit peu plus haut. On l'a vu entre autres contre Diego Ferreira, où il passe beaucoup de temps dans la garde. Mais ultimement, vous voyez, il a gagné la décision, puis il a edgé avec ses 6 takedowns et beaucoup de control time. Mais il a réussi à prendre le dos, à s'installer. Nasty back take, mais aussi nasty ground and pound. Quand il est au sol, Grant Dawson, il veut faire du dégât, il smash. Grosse victoire contre Rafa Garcia qui a look super good récemment. Il le Big Brother, ça n'a même pas eu l'air proche contre Joe Solecki. Un peu le même principe, il a dominé, mais Solecki qui a un bon Jew, qui est un peu plus down de play around au sol. Je pense que Mateusz Rembetski ici, il va vouloir défendre les takedowns. Puis sinon, un peu à l'image là, de Pat Sabatini, si on oublie la draw ici, vous voyez toutes les victoires de Dawson. Il domine avec le grappling. Puis ses 2 défaites les plus récentes, il s'est fait knocker au premier round, comme Pat Sabatini contre Bobby Green. Bad look. Qui est-ce que Bobby Green il knock au premier round? Donc ça, c'est quand même le 33 secondes knockout. Très très bad. Ça m'avait coûté cher, je me souviens, là, cette soirée-là. Puis son dernier fight, j'avais Manuel Torres, winner, qui est très physique, capable de défendre les takedowns, qui cogne comme un truck. Manuel Torres qui défend je pense qu'il y a eu 2 amenés au sol. Early, puis premier tout qui touche vraiment clean, Dawson tombe à genoux. Non seulement il n'y a pas un très bon chin, donc un gros shot, il va avoir tendance à se faire knockdown, ça fait essayer, mais une fois au sol, il n'y a pas des bons réflexes, il ne réagit pas bien, il n'essaie pas justement d'aller agripper la jambe, de scramble, d'initier du grappling, il fait juste se shell up, il turtle, puis il se ferme comme une petite roche, puis là, il fait juste se faire ground and pound, puis l'arbitre arrête. Fait que not a good look. Fait que la question ici, c'est va-tu réussir à take down Rembetski? Je sais pas. C'est pour ça que je suis vraiment là, mitigé sur ce combat-là. Rembetski qui a un bon grappling lui-même. Des fois, il mixe la lutte dans ses combats. Là. On l'a vu à quelques reprises obtenir des takedowns. Entre autres, contre quand même des dudes solides. Là, mais il s'est fait takedown aussi à quelques reprises. Mais il n'est pas facile nécessairement à amener au sol. Il est tellement fait bas, stalky. Puis il réagit quand même assez vite. Des bonnes hanches. Fait que je pense que ça va peut-être être difficile au début du fight, mais en même temps, vu qu'il est plus petit, il y a quand même un gros désavantage de portée. Il n'aura pas le choix de rusher dans le pocket, de closer le range pour installer ses mains. C'est principalement un boxeur. Il ne kick pas beaucoup, Rembetski, fait qu'il va vouloir closer le range puis taper avec ses poings. Ce qui peut donner lieu à des échanges de clinch puis initier des séquences là, de grappling, que ce soit contre la cage, des takedowns ou whatever. Puis Dawson, c'est une menace. Tu ne veux pas l'avoir dans ton dos, tu ne veux pas l'avoir sur toi. Fait que je suis très, très, très partagé, mais autant je vois Rembetski qui pourrait clipper Dawson au premier round puis l'éteindre, que si Dawson il réussit à avoir des takedowns early, il risque de cruise soit à la décision ou de trouver un finish un petit peu plus late. Parce que Rembetski il tend à fatiguer un petit peu de temps en temps. On l'a déjà vu. Il y a un cardio décent, je pense, mais il fight tellement à high pace que souvent il va fatiguer. Puis s'il se fait ragdoll au sol pendant 8-9 minutes, je pense pas que son cardio il va être au top non plus. Aïe, j'ai envie.
Je vais vous donner Rembitsky comme pick, un deuxième underdog. Je pense vraiment qu'il est live là, pour toucher Dawson early. Puis je pense qu'il va être tough à amener au sol en début de combat. Mais c'est le genre de pick que je pourrais flipper là, d'ici samedi. Fait que restez à l'affût sur Instagram. Vous verrez mes picks officiels. Encore une fois, en termes de bet, honnêtement, je pense que c'est tellement a tale of two fights que c'est difficile pour moi de pull the trigger sur des paris sur ce combat-là. Puis anyway, il y en a 13 des combats. Fait qu'on n'est pas obligé de tout parier là, à chaque carte, à chaque combat. Fait que pour moi, je pense que ça va être juste un pass en termes de bet. Je vais vous donner Rembitsky comme pick. Mais honnêtement, ça pourrait flipper là, d'ici samedi. Prochain combat, fight super intriguant. J'ai quand même un lean un peu plus clair sur ce fight-là, mais ça reste un excellent combat. Yoel Alvarez qui affronte Yaroslav Amosov. Alvarez 23-3 chez les pros, 29-1 pour Amosov, qui est un slide favorite. 33 ans, 32 ans, les deux chez les welterweight. Reste à plus récemment, par contre, là, pour Yoel, qui a un avantage tout de même là, de taille de 4 pouces et de portée de 2 pouces. Puis au niveau, là, vous voyez, des odds, c'est des pick-em ici. Quand même surprenant. Puis Alvarez, quand je dis nouveau à welterweight, c'est qu'il se battait chez les 155 livres. Ça va être son deuxième combat chez les 170. Les odds, vous voyez, ça ressemble à ça. Moins 170 sur BetOnline. Honnêtement, mon lean, c'est Amosov. Je pensais le parier un peu plus early cette semaine. Il y avait du moins 160-ish. La cote, elle a bumpé quand j'étais rendu à le parier. Elle a redescendu un petit peu à moins 170. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce ça va redropper. Je risque d'avoir des actions sur Amosov de X ou Y façon là, cette semaine. Dans le Patreon que ça se passe, si jamais là, vous voulez voir exactement ce que je vais faire avec ça. Mais je tends à aligner de son côté. Amosov, peut-être que vous êtes moins familier avec lui, mais il a été champion Bellator. C'est un très bon grappler. Donc, je pense qu'il est 4 fois champion du monde de Sambo, Jiu-Jitsu Black Belt. Puis même sa fiche en dit long, là, pour être quand même 29-1 chez les professionnels. Faut le faire. Puis, vous voyez, une soumission, là, 12-0 au sub. Sa seule défaite, c'est un KO. Au troisième round, puis 8-0 aux décisions. Puis c'est quand même rigolo parce que 12-0 au sub, puis de l'autre côté, il y a Yoel Alvarez qui est 17-0 soumission. Fait que deux d'autres qui ont la majorité de leur victoire par soumission, puis qui n'ont jamais été soumis eux-mêmes. Vous voyez, 8-1 chez Bellator, principalement des décisions. Le dos, je l'ai dit, très bon grappling, son top control est impeccable. C'est Headlock Series, il y a un Darce Choke ou Anaconda, Anaconda Choke, là. Nasty. Une menace au sol, là, on va dire comme ça. Debout, par contre, c'est un petit peu plus basic. Il y a un striking fonctionnel. Dans certains combats, surtout au Bellator, justement, il y avait tellement de bonnes luttes qu'il faisait juste défendre les takedowns des lutteurs et était capable de chew up ses adversaires debout. Mais ici, contre Alvarez, il est à des avantages au niveau du striking, c'est sûr et certain. Alvarez qui a un striking plus technique, plus varié, je crois, et plus létal. Donc, il peut faire beaucoup plus mal debout avec ses coudes, avec ses genoux. Il y a un bon snap derrière ses punches, un bon kicking game. Fait que je pense qu'Amosov va shooter des takedowns early and often. Une défaite, vous voyez, contre Jason Jackson, où est-ce qu'il n'a pas réussi à l'amener au sol. Beaucoup de tentatives, aucune successful. J'ai écouté ce combat-ci. Fait que bad look. Fait que s'il ne peut pas réussir à dominer avec sa lutte, Amosov, vous voyez, là, il s'est fatigué, il s'est fait chew up debout. Mais aussi, il ne faut pas oublier Amosov qui est ukrainien. Puis je pense qu'il y a quand même des circonstances autour de ce fight-là. Là, la guerre en Ukraine, elle venait d'éclater ou était sur le point. Ou je sais pas trop, ça brassait là-bas. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passait dans son camp, c'était tout là. Puis d'ailleurs, lui qui est allé en Ukraine, puis qui a servi, je pense, avec les militaires là-bas. Bref, je vais pas trop m'avancer là-dessus, là, c'est pour une autre fois toutes ces histoires. Depuis, il est revenu. C'est FFC contre Curtis Millender, qui est un low-level guy, mais qui a déjà été au UFC. Puis il en a disposé comme il se doit. Anaconda Choke, round 1. Puis son UFC début contre Neil Magny, on avait un bet Amosov by finish, mais je pensais pas que ça allait être aussi facile. Neil Magny, qui est un vet dans la division, qui est grand, il a un frame quasiment semblable là, à Yoel Alvarez, puis il n'est pas nécessairement facile à passer, on le sait. Puis Amosov qui réussit à l'amener au sol, puis qui le choke en moins de 5 minutes, je veux dire. Neil Magny, c'est pas le top du top, mais il n'y a pas une tonne de combattants qui l'ont passé autant facilement là, et par soumission. Là. Fait que passe au travers comme du beurre, très impressionnant comme performance. Puis de l'autre côté, Alvarez qui m'inquiète, autant je pense qu'il y a un avantage debout que je crois qu'au sol,
Ça va être à son détriment ici. De un, ben Alvarez, il n'a pas un super bon takedown defense. Il y a 8 de ses adversaires qui ont tenté de l'amener au sol. Il y en a 6 qui ont réussi, puis parfois pas des très très gros lutteurs non plus, il faut se le dire. Puis une des choses, c'est de un, Alvarez, il n'a pas une super takedown defense, mais de deux, il a tellement confiance en son bottom game et son jiu-jitsu que ça ne le dérange pas de play out sur son dos puis d'essayer de chasser des soumissions. Il y a un bon frame pour ça. Mais là, contre un grappler de la trempe de Amosov, s'il commence à se faire takedown à répétition, je pense pas que ça va être facile pour lui de trouver une sub. Je pense même que ça va être lui qui va être plus à risque de faire face à des subs à terme. Fait qu'il ne peut pas juste décider de jouer au jiu-jitsu de son dos, ce qu'il tend à faire la plupart du temps, puisqu'il lui a coûté cher là, à certaines reprises. Je pense à Arman Tsarukyan, qui, oui, Arman Tsarukyan, c'est un top de la division, un grappler exceptionnel. Takedown Joel Alvarez sans problème, le maintien là, le piece-up avec le ground and pound, une grosse coupure avec un coude, puis TKO au deuxième. Mais je pense qu'Amosov, il n'y a peut-être pas nécessairement le grappling de Tsarukyan, mais il est beaucoup plus gros et plus physique. Tsarukyan, c'est un 155 livres, il fait 5 pieds 7. Là, il est contre Yaroslav Amosov qui a compétitionné toute sa carrière à 170 livres, à 5 et 11, puis aucune chance que ce dude-là il descende à 155 livres. Fait que je pense que la différence de physicalité va faire quand même là, va être un gros facteur dans ce combat-ci. Vous voyez, Alvarez s'est fait takedown par Yakovlev, par Joe Duffy. Tsarukyan, on peut passer. Diakese, qui était un striker, qui a décidé de devenir un peu plus grappler à la fin. Il a défendu les takedowns contre Brenner, il faut lui donner. Mais Brenner qui n'a pas la lutte, puis qui n'a pas le gabarit là, de Amosov. Drakkar Klose, il s'est fait takedown également. Puis contre Luque, il a réussi à stuff les takedowns, mais Luque, c'était le ghost de lui-même. Ça aurait dû être même un knockout au premier round. Luque qui faisait juste quasiment pull guard rendu là parce qu'il voulait plus hang out debout. Fait qu'il n'a pas réussi à le sortir, malheureusement. Mais c'était son premier combat chez les 170 livres contre le ghost de Vincent Luque. Là, je pense qu'il y a un gros step-up en compétition. Si Joel Alvarez il passe Yaroslav Amosov, à mon avis, ça va être un gros statement. Mais je suis pas mal sûr là, que Yaroslav il va cruiser à la décision. Il va banker des takedowns, du control time. Soumission, je ne suis pas certain. Alvarez, je pense qu'il va miner les P's and Q's pour être capable de défendre les subs à terme. Mais d'après moi, il va se faire dominer là, pour la majorité du fight. C'est mon ligne. Si je me trompe, tant mieux. Ben, tant mieux. Pas pour mon porte-monnaie, mais je veux dire dans le sens où Joel Alvarez, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Je l'ai backé dans beaucoup de ses fights. Je pense que je l'avais parié. Même dans ses... J'avais même parié contre Arman Tsarukyan. Dans le temps, je ne savais pas trop à quoi je faisais face. J'ai débuté le betting game. Mais vous voyez, je l'ai backé tous ses combats pratiquement depuis que je le connais. Mais là, je vais aller de l'autre côté. Je pense que Amosov, il va montrer qu'il y a des levels au niveau du grappling. Son expérience va faire une différence, son control time ici. Prochain fight, on a Ateba Gauthier versus Ozzy Diaz. Ateba Gauthier qui est un énorme favori ici. 10 victoires, une défaite chez les pros. 10-3 pour Diaz. 24 ans pour Ateba. 35 pour Diaz. Combat chez les middleweight. Les deux font 6-4. Avantage de portée de 3 pouces avec 81 du côté de Gauthier. Puis vous voyez, c'est rare que c'est autant peu partagé. Là. Vous êtes courageux, le 2% qui ont pick là, Ozzy Diaz. Je vous le donne. Puis à l'inverse, on parlait de Jordan Santos plutôt que à ce prix-là, je n'étais pas certain. Ateba Gauthier, je pense qu'il va cover son price tag. Je pense qu'il va smoke Ozzy Diaz probablement au premier round. Même si les odds, je pense, sont sûrement accurate, je veux dire, que voulez-vous faire avec ça? Du moins 1800. Je pense que son KO prop à Ateba Gauthier est à moins 400. Je veux dire, oui, c'est sûrement ça qui va arriver, mais j'ai-tu vraiment envie de parier ça puis d'ajouter du tel risque là, pour moins 400? Non, je ne suis pas certain. Ozzy Diaz, qui avait perdu contre Joe Pyfer à Contender Series, peut-être que vous en souviendrez, il s'est fait knocker un check hook de Pyfer. Finalement, ils l'ont rentré, short notice, si je ne me trompe pas. Il a fait face à Ming Yang Zhang. Dans une catégorie de poids plus haute, Ming Yang Zhang, qui est le combattant là, chinois, si je ne me trompe pas. Assez puissant. Il a knocké Ozzy Diaz, il l'a knockdown avec un coude, c'est de toute beauté. Là, si vous allez voir ce finish-là au premier round, Diaz se fait drop, c'est terminado. Son dernier fight, il a gagné contre Jordan Santos, qu'on a breakdown un peu plus tôt.
Grosse guerre, back and forth. Je veux dire, Diaz, il y a une boxe décente, il y a un bon jab, mais il bouge pas beaucoup. Pas beaucoup de mouvements de tête, il est très hittable. Je me souviens de Joe Pyfer sur la Contender Series, j'ai retapé le fight, il y a une séquence où je pense qu'il touche Ozzy Diaz avec 10 jabs d'affilée. Fait que ça vous donne une bonne idée. Donc pas super mobile, cible quand même fixe. Il est down de trade, puis ici ça va être vraiment là, à son détriment contre Ateba Gauthier. À l'inverse, Ateba Gauthier, depuis qu'il est au UFC, finish par-dessus finish, à l'exception de son dernier fight. On va regarder ici si ça load, sinon ben tant pis. On va faire autrement. Ah, pas si mal. Pas si mal. UFC Stats qui reprend là, du poil de la bête. Vous voyez, grosse victoire, KO deuxième round, Contender Series. Knockout premier round Medina. Knockout premier round contre Valentine. Knockout premier round contre Tristan Vines. Je pensais qu'il allait knocker au premier round Andrei Poulayev. Je pense même que je l'avais parié puis que j'ai perdu un peu de cash sur ce combat-là. Il knockdown. Mais Poulayev qui réussit à survivre, il se refait knockdown au deuxième, il survit, finalement gagne la décision. Perdu le troisième round, pas meilleur look. Par contre, Poulayev, style très différent de Diaz. Diaz, c'est plus un boxeur qui va mettre de la pression, qui est dans de baigner dans le pocket, ce qui est une recette pour le désastre contre Gauthier. Puis Poulayev, c'est plus un long kickboxer qui fight sur le back foot puis qui est très évasif. Striker gaucher, fait qu'il a survécu juste parce qu'il a point fighting, kick, puis tourné là, tout le long du fight. Ateba Gauthier qui n'était pas capable de couper la cage, de rentrer avec son check hook. Fait que quelque chose que probablement il va avoir travaillé, j'imagine, entre-temps. Mais honnêtement, je crois pas qu'il va avoir ces problèmes-ci contre Ozzy Diaz. C'est pas du tout le même fighting style que Andrei Poulayev. Je pense que Diaz il va rentrer direct dans une patate, grosse main droite de Ateba Gauthier, puis qui va le coucher probablement au premier round. À mon avis, Ateba Gauthier va cover son price tag ici, puis il va smoke là, Ozzy Diaz samedi. Et on entre sur la main card. On a King Green qui va affronter Jeremy Stephens. 34-17 et 1 pour Green, 29-22 pour Jeremy Stephens. Et puis si on regarde les odds, Bobby Green qui est un gros favori. Les deux ont 39 ans, donc des vétérans de la game chez les lightweights, 5 et 10, 5 et 9, la portée identique. Communauté plus du côté de Green, beaucoup plus, une plus haute proportion là, que ce que les odds indiquent. D'ailleurs, si on regarde ici les odds, moins 350 pour Green, plus 2,85 pour Stephens. La ballonne qui a dégonflé un petit peu, il était à plus 310, je pense, ce matin là, sur BetOnline. Puis écoutez, en termes de pick, j'aurais tendance à aligner du côté de Bobby Green, oui. Mais à moins 300, là, je veux rien avoir à faire avec ça. Je veux dire, ça reste que Bobby Green, il a 39 ans. Son style, on le connaît, il se bat les mains à terre, il se base sur sa vitesse de réaction, ses réflexes, son footwork pour éviter les coups. Mais on l'a déjà vu se faire crack dans des combats qu'il dominait. Je pense par exemple à celui contre Drew Dober, qui est un match-up peut-être semblable à celui-ci un petit peu. Bobby Green, il domine, il outpoint ses adversaires, il trashed out, puis à un moment donné, il se fait clipper sa babine, les mains basses. Je veux dire, Jeremy Stephens, c'est un des hardest hitters que la division a probablement eu. Oui, il est moins rapide, oui, il est plus vieux, il a un moins bon footwork, mais je pense qu'il y a un gros avantage de durabilité ici. Il y a le puncher's chance, clairement. Fait que, who knows, s'il réussit à toucher Bobby Green d'aplomb, il pourrait le coucher certainement. Personnellement, à moins 300, je trouve que les odds, c'est un petit peu enflé. Bobby Green, c'est le genre de dude que j'aime mieux backer à un prix là, de favori. Je pense que plus souvent qu'autrement, il cruise à décision puis il outpoint Jeremy Stephens. Mais vous allez sûrement avoir les fesses serrées là, tout le long du combat si vous avez de l'argent sur Bobby Green. Jeremy Stephens, il faut le dire par contre, très peu dans le MMA récemment. Vous vous souviendrez, il s'est battu contre Mason Jones il y a environ un an. Grosse guerre, combat back and forth pour commencer. Justement, il touche Mason Jones avec des grosses patates. Mais Jones, il a un menton légendaire, là, pas comme Bobby Green. Finalement, Mason Jones qui edge principalement avec sa lutte parce que Jeremy Stephens, on le sait, toute sa carrière, le grappling, c'était sa faiblesse. Est-ce que Bobby Green pourrait essayer de lutter? Honnêtement, ça serait intelligent, mais est-ce qu'il va le faire? Je ne penserais pas. Puis Jeremy Stephens, depuis, il est retourné se battre à Bare Knuckle FC. Il a perdu contre Mike Perry, une catégorie de poids plus haute, à 170 livres, si je ne me trompe pas. Mais vous voyez, sinon, on est beaucoup plus actif dans la boxe, puis le Bare Knuckle récemment.
Fait que tu sais, un peu moins habitué au contexte de MMA, le mix de grappling, etc., les trois rounds de 5 minutes au lieu des 2 minutes à bare knuckle, c'est tous des facteurs à considérer également. King Green qui est sur 2 belles wins, il faut lui donner. Gros upset contre Zell Luber, ça m'a coûté cher. Là. Encore une fois, King Green, j'ai de la misère à le pick right là, souvent dans ses combats. Fait que fiez-vous pas trop à ce que je dis toujours. Contre Daniel Zellhuber, gros upset. Contre Lance Gibson Jr., il a gagné. Je donnais le combat clairement, mais somehow, c'est une split decision. Il n'y a pas toujours les meilleures optiques Bobby Green pour les juges. Tout le temps en train de faire son baveux puis de dire que ça lui a pas fait mal, mais en vrai, ça l'a touché. Mais oui, il s'est fait quand même one kick KO par Rufy. Il s'est fait knocker solide par Jalen Turner. Il s'est fait knocker par Drew Dober. Il s'est fait TKO par Islam Makhachev. C'est tous des combattants de très haut niveau. Mais c'est juste pour vous montrer que son chin, il peut se faire crack. Puis tu sais, tôt ou tard, à 39 ans, je pense que son style, il va le trahir. Est-ce que c'est cette fois-ci? Je ne sais pas. Fait qu'en termes de pick, je vais vous donner Bobby Green. Là, je pense qu'il y a plus de chances de gagner, clairement. Mais à ce prix-là, je veux rien avoir à faire avec Bobby Green. Même si j'avais un petit vin là, de fuck you money, j'aurais tendance à le mettre probablement sur Jeremy Stephens par KO. Son money line peut être intéressant, mais si le KO est à plus 400, plus 500, c'est probablement sa façon de gagner la plus fréquente. Anyway, je pense pas avoir d'action en fait là-dessus, mais voici ma vision. Puis Bobby Green va être le pick là, pour la victoire. Prochain fight, Sean Brady versus Joachim Buckley. 18-2 pour Brady, 21-7 pour Buckley. Brady qui est le favori, 33 ans, 32 ans, les deux chez les welterweight. Taille identique à 5-10, portée avantage là, pour Buckley, 3.5 pouces. Communauté quand même partagée, ça ressemble un petit peu aux odds, même un petit peu plus serré. Puis on va aller voir si ça a changé. Brady moins 161. Puis écoutez, c'est un combat que j'ai tapé pas plus tard que ce matin, puis qui me rappelle vraiment Graham Dawson contre Rebecca, puis même un peu Pat Sabatini, Gomi, un peu moins, là, mais jusqu'à un certain extent, dans le sens où Brady, c'est vraiment un gros grappler. Son striking, et je veux dire, techniquement, c'est correct, c'est pas atroce, mais il manque de puissance, il manque de vitesse, d'explosion, c'est pas son dada. Au sol, par contre, ce gars-là, c'est une unité. Son jiu-jitsu est extrêmement solide. On l'a vu à plusieurs reprises. Out-grapple des dudes qui ont été prouvés à avoir des très bons jiu-jitsu. Je pense à Gilbert Burns, même Leon Edwards qui a un très bon jiu-jitsu défensif, là, du moins d'expérience de ce qu'on a vu au UFC level. Ça va charger dans pas long, j'imagine. Puis de l'autre côté, Buckley, plus un striker, il tend à mixer les takedowns lui-même là, à certaines occasions pour aller edger. On l'a vu souvent mixer la lutte là, dans les dernières années. Mais il y a un gros avantage de puissance là, dans ce match-up-ci. Fait que debout, le striking, j'ai pas le choix de lui donner. Techniquement, c'est bien, mais surtout la puissance de frappe là, qui est beaucoup plus importante que Sean Brady. Bon, on s'entend, Brady, il ne va pas vouloir hang around là, debout avec Buckley. Lui qui revient d'une défaite par KO là, contre Michael Morales, vous vous souviendrez. Il s'est fait smoke au premier round par Morales, qui est aussi une unité dans la division, un top contender. Puis honnêtement, Morales, je pense qu'il passerait Buckley là, relativement avec aisance. Fait que la question, encore une fois, est-ce que Sean Brady va réussir à amener au sol Joachim Buckley? Buckley qui démontre quand même des bonnes hanches, une lutte décente au UFC level, mais mon feeling, c'est que Brady va réussir à l'amener au sol tôt ou tard. Vous voyez, Brady, là, Leon Edwards, il l'a takedown à répétition, puis non seulement il l'a takedown, il l'a soumis là, dans ce combat-ci. Je pense que si c'est pas la première fois qu'Edwards se faisait soumettre, c'est pas arrivé. Souvent, il a réussi à ragdoll au sol Gilbert Burns, il met Kevin Gastelum out. Contre qui a un peu plus de difficulté, là, vous vous souvenez de ce là Belal Mohamed a perdu, il s'est fait knocker à la fin du deuxième, mais incapable de le takedown. Fait que, encore une fois, s'il ne réussit pas à amener Joachim Buckley au sol, ça risque d'être un scénario à la Morales ou à la Belal Mohamed. Fait que rendu là, c'est quel est votre side. Puis, une fois au sol, s'il réussit à l'amener, je pense qu'il va garder Buckley là. Pourquoi? Si on regarde là, récemment, vous voyez,
Buckley qui a bien défendu les takedowns contre Colby Covington, mais Colby Covington, c'était l'ombre de lui-même. Auparavant, une cardio machine, si vous réécoutez ce combat-là, après 5 minutes, on dirait que Colby Covington, il n'y a plus de gaz, ça ne tente plus d'être là, ça marche pas. Fait que bref, pas mal le dernier gros lutteur qu'il a affronté, mais ce n'était que l'ombre de lui-même. Sinon, il s'est fait takedown dans le passé, mais vous voyez, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait face à un heavy grappler ou même un jiu-jitsu artist de la sorte. Son dernier combat contre Kamaru Usman, c'est vrai, je vous disais Covington, mais non, il s'est battu contre Usman avant. D'ailleurs, on avait parié Kamaru Usman décision, plus 500. Fait que c'est un combat de 5 rounds. Kamaru Usman, il y a 4 takedowns. Un au premier round, un au deuxième, un au troisième, un au quatrième. À chaque fois que Kamaru Usman a réussi à avoir un takedown, Joachim Buckley n'a jamais réussi à se relever. C'était le reste du round au sol. Fait que si Brady réussit à le takedown, je pense que ça va être la même chose. Je pense que Brady a peut-être une lutte un peu inférieure à Kamaru Usman, mais je pense que son top control puis le facteur danger avec les soumissions est beaucoup plus présent que contre un Kamaru Usman. Vous voyez, au premier round, un takedown, 4 minutes 25 de contrôle. Deuxième, un takedown, 3 minutes 8. Troisième, 1, 2,35. Ça a diminué d'un round à l'autre. C'est un peu plus tough pour Kamaru. Le gas tank, évidemment. Mais ici, on a un 3 rounds. Fait que, écoutez, si Brady réussit à starter sa game de lutte, ça sera pas une bonne soirée, je pense, pour Buckley. Donc, c'est mon feeling. Je pense qu'en plus, si on compare, c'est sûr, on peut pas faire juste du MMA mat, là, mais Kamaru Usman, qui se fait plus vieux aussi, il a réussi à out-grapple, à contrôler Joachim Buckley très, très facilement. Mais à l'inverse, Kamaru Usman, oui, il a réussi à avoir des takedowns contre Leon Edwards, mais il ne l'a pas contrôlé si facilement que ça au sol. Il a fait face à beaucoup de get-up de Leon Edwards, il a dû leur takedown à répétition. Puis à l'inverse, tu vois un Sean Brady contre Leon Edwards, il l'a traîné, il a mopé le plancher avec, puis il l'a soumis. Fait que, à quel point on peut suivre là-dessus du kind of MMA mat, pas une tonne, mais c'est quand même des facteurs, je pense, qu'il faut prendre en considération ici. Fait que je pense que le niveau au sol, il va être très, très différent. Puis si je me trompe, ça se peut. Peut-être que Sean Brady ne réussira pas à amener Joachim Buckley au sol, puis il va se faire ice au premier, deuxième round. Who knows? Mais dans tous les cas, pour de vrai, en termes de bet, j'ai pas tant d'intérêt sur ce combat-ci. Sean Brady, ça va être mon pick. En termes de pari, il n'est pas certain. Fait qu'à date, on a 3 gros match-up grappler versus striker. En fait, on en a même d'autres, mais eux sont plus semblables. On a Sabatini-Gomi, j'y vais avec Sabatini. On a Dawson-Rembetsky. Pour le moment, Rembetsky. Puis on a Brady-Buckley. Pour le moment, j'y vais avec Brady. Fait que j'y vais avec 2 grapplers, un striker là, pour le moment. Prochain fight, on a Alexander Volkov qui va affronter Waldo Cortez Acosta. Puis je vous dis de prime abord, c'est un des fights de la carte qui me reste du tape study à checker. Je voulais vous sortir le breakdown le plus tôt possible. Malheureusement, j'ai pas le temps de voir tout ce que je voulais voir sur ce fight-là. Fait que j'ai pas tant un bon read encore sur ce que je vais faire avec. Mais tout de même, on va faire une petite introduction. Le 39 et 11 pour Volkov, 17-2 pour Waldo Cortez Acosta. Volkov, un favori décent, 37 ans, 34 ans. Chez les heavyweights, je l'ai dit 6-7 versus 6-4. Et 2 pouces de plus de reach là, pour Volkov. Communauté qui tend à l'appuyer un petit peu plus également. Et du côté des cotes, je pense que ça s'est resserré un petit peu. On va aller voir si ça load. L'Internet a de la misère aujourd'hui. Désolé les potes. Ben écoutez, le temps que ça load, je vous dis un petit peu comment je vois ça. Volkov qui était quand même un favori décent, du moins au début de la semaine. Je pense que ça a bougé un petit peu. Je pense que c'est un combat qui pourrait play out relativement serré. C'est sûr qu'il faut donner un avantage d'expérience là, à Volkov. Il a affronté des adversaires de bien meilleure qualité. Puis il a battu aussi des adversaires de bien meilleure qualité. Si on pense très récemment, Jailton Almeida, peut-être pas, là, c'est pas le même type là, de combattant. Mais tout de même, une split decision contre Cyril Gane. Un combat où il y a eu beaucoup de grappling, là, surprenamment. Victoire contre Pavlovich, fait que ça vieillit très bien. Taito Iwasa, bof, ça vieillit un petit peu moins bien. Mais tout de même, vous voyez, Yarino Rosentrosk a affronté Aspinall, même si ça n'a pas bien été. Cyril Gane, une deuxième fois. Overeem, back in the days. Curtis Blades. Lewis, Werdum. Vous voyez, là, il a affronté les meilleurs heavyweights de la division. Puis de l'autre côté, Waldo Cortez Acosta, ben, il y a eu quand même
pas bonbon, là, mais je pense qu'il a fait face à beaucoup moins d'adversité là, qu'Alexander Volkov, du moins des gros tests. Puis au début, on le classifiait plus comme une decision machine, il tendait à fighter sur des thin margins, Waldo Cortez, mais récemment, il est un peu plus sur une streak de finish. Vous voyez, là, 3 back-à-back. Fait que tant mieux pour lui. Là. Justement, je pense qu'il commence à se faire plus connaître, a pris des combats short notice, des turnarounds, il a look good. Une belle boxe Waldo Cortez Acosta, mais je pense que dans ce fight-là, il y a peut-être un petit peu moins de façon de gagner là, que Volkov. Volkov plus polyvalent de guillemets, je pense qu'il peut travailler un peu mieux à distance de kick. Waldo Cortez Acosta qui est principalement un boxeur, donc je pense que Volkov va rester loin, va utiliser ses jambes, va utiliser sa portée. Il va se faire toucher aussi, c'est sûr et certain. Je pourrais voir des échanges de grappling aussi, donc Volkov, vous voyez qu'il a lutté un peu plus contre Cyril Gane. Who knows qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce combat-ci si il engage la lutte. Je pense que Volkov a un avantage là, clairement au niveau du jiu-jitsu. Fait que s'il veut se battre intelligemment, il pourrait essayer d'amener Cortez Acosta sur son dos. Mais still, c'est un combat de heavyweight. Acosta, il est sur un gros momentum quand même. Je pense qu'à leur âge, il y a probablement un petit peu plus de ceiling, de potentiel là, que Volkov. Who knows? À 37 ans, là, il commence à avoir beaucoup de millage. Peut-être que Cortez Acosta, il veut un petit peu plus, il voit un petit peu plus loin. Puis comme je vous dis au début de la semaine, les odds, Volkov qui était un plus gros favori que ça commence à se resserrer. Plus que c'est près d'un pick-em, plus j'aurais tendance à pick un Volkov. Mais à un tag de plus money, un petit peu plus gros, ben, je pense qu'Acosta il est quand même live pour la victoire. Puis sans avoir tapé tout ce que je voulais taper, mon avis n'a pas tant changé par rapport au breakdown que j'ai fait avec Max en début de semaine. Je pense que c'est un combat qui va jouer serré, un combat qui va probablement aller à la décision. On ne sait jamais, là, Heavyweight, il lance des patates, là, mais il y a beaucoup de chances, je pense, que ça se rende à la carte des juges. Puis ça va probablement se jouer, encore une fois, là, sur une marge de manœuvre assez fine. Du moins, c'est mon read. Fait qu'écoutez, Acosta avec un plus money, ça m'attire, mais si les odds continuent de se resserrer, je pense que la value va peut-être être plus du côté de Volkov, juste parce qu'il y a plus de tools dans son sac à outils, un peu moins unidimensionnel, puis qui est plus prouvé aussi à ce niveau-là. Cortez Acosta, il y a eu un gros lay-up en compétition contre Sergei Pavlovich. Ça turns out qu'il a perdu ce combat-là de façon quand même, je veux dire, il n'y avait pas de doute. Puis à l'inverse, Volkov, on l'a vu opérer contre un Sergei Pavlovich, puis le piece-up là, à distance pour 3 rounds récemment. Fait quand même, je pense que Volkov il est encore dans le upper tier de la division, dans le upper echelon. Puis Waldo Cortez Acosta, il faut qu'il me le prouve. S'il réussit à passer Volkov, he is for real. Sinon, il va y avoir un petit setback là, mineur, à mon avis. Fait que early pick, vous voyez, je suis encore difficile à me décider. Je vais vous donner Volkov. Let's go. On ride avec Volkov là, pour celui-ci. Mais il me reste un peu de recherche à faire. Restez à l'affût. Samedi, ça se peut que ça change en termes de pick. Demi-finale, quel main event, co-main event, pardon, incroyable. Ça pourrait être un main event, ça aussi. Je suis même plus excité par ce combat-là que la finale. On a Joshua Van versus Tatsuro Taira. 16-2 pour Van, 18-1 pour Taira. 24 ans, 26 ans, deux jeunes. Encore place à une tonne de progrès. High level shit, chez les flyweight, 5-5 versus 5-7 pour Taira, qui a un avantage de portée de 5 pouces. Communauté un peu plus du côté de Taira, et c'est aussi mon side. Je vais avoir des actions sur Taira ce samedi. J'attends de voir. Taira était à moins 170, moins 180, moins 185 early cette semaine. L'argent semble rentrer sur Van. Vous voyez, rendu à moins 160 sur BetOnline. Moins 155 Bovada, malheureusement, j'ai pas accès. Mais je vais attendre de voir demain. Je pense que la ligne elle va peut-être continuer de steam down. Si je peux avoir du moins 150 sur Taira, sign me up. J'ai juste d'avoir un play quand même décent sur son moneyline. Autant j'aime Joshua Van, je l'ai backé souvent. Il m'a fait cacher des beaux tickets. Je pense à son combat contre Stu Ferreira Silva. Je me mêle tout le temps avec Diego là, dans l'autre division. Attendez. C'est Bruno Silva. Je me mêle avec Bruno Silva et Diego Ferreira. Caché knockout 33 ici. Je pense qu'on avait eu un cycle parlay avec ce combat-ci. J'ai backé Joshua Van souvent depuis qu'il est au UFC.
Souvent des props KO, round 3, etc. Une machine, gros volume, gros cardio, high aggression, peut-être pas le plus gros knockout power, mais il boxe bien le corps, il mixe les niveaux, il y a du cardio pour 20 rounds s'il faut. Défensivement, il a déjà show up un takedown defense décent, mais je pense qu'il est contre une different beast là, en Tatsuro Taira. Joshua Van, qui est le champion, il a gagné sa ceinture, vous vous souviendrez, Pantoja qui il a catché le kick, tombe sur son bras, se disloque ou se brise le coude, bref, devient champion de la sorte. Dommage, on en aurait vraiment pris plus là, sur Joshua Van si on avait un fight complet. Puis actually, j'avais des bets sur Pantoja, j'étais assez heavy sur lui, j'avais des bets Pantoja sub, etc. J'étais dégoûté quand c'est arrivé. Puis écoutez, peut-être qu'il va me prove wrong encore, mais je pense que Taira, il va roll ici. Taira, tellement physique, il a un gros gabarit. Je sais pas si vous avez vu les images là, dans la shape qui est actuellement. Le dude look énorme pour la division, super musculaire. Puis il l'a dit, son dernier fight contre Moreno, non seulement il a battu Moreno, là, mais il a mopé le sol avec au deuxième round. Il l'a TKO. Take le back, il flat out. Peut-être un petit peu early comme stoppage, mais honnêtement, est-ce que ça aurait été mieux pour Moreno, même si ça n'avait pas arrêté? Je ne pense pas. Qui take out Moreno de la sorte? Je pense pas que j'ai vu personne d'autre faire ça. Il a Big Brother, carrément. Puis Moreno, je pense qu'il a un meilleur jiu-jitsu puis un meilleur takedown defense là, que Joshua Van. Fait que pour moi, là, ça en dit long. Juste avant ça, Young Sung Park, le monde qui était high sur lui, il a pété clairement aussi. J'étais sur Tatsuro Taira encore une fois. Brandon Royval, split decision, ce combat-ci, il l'a perdu, c'est sa seule loss en carrière, mais on a pris beaucoup sur Taira. Un combat, encore une fois, qui s'est joué sur une petite marge de manœuvre. Split decision, vous voyez, là, je me souviens plus si c'était une split ou non, là, mais Taira qui a dû aller dig deep, il a fait les 5 rounds, il a eu un pace insane du début à la fin, il a subi beaucoup de dégâts, il a push through it, il a réussi à mixer des takedowns, il s'est fait takedown, il a fait face à des subs à thème, puis Royval ici qui a un striking, je crois, supérieur à Taira, mais qui a aussi une des meilleures capacités, je pense, dans la division de scramble, puis de jouer au jiu-jitsu au sol. Royval, très opportuniste, il est difficile à garder à terre, il est opportuniste avec les subs, il est bon pour se relever, pour scramble up, etc. Fait que c'était un gros test pour lui. Il a perdu, mais ça a passé très proche, puis il a le good, il a montré qu'il y a le dog in him qui peut pusher un gros pace sur 5 rounds. Puis on dirait ce qu'on voudra, même si c'est principalement un submission artist, backtake exceptionnel, takedown super bon. Taira, son striking commence à s'améliorer, puis sa main arrière à dur. Fait qu'un autre, il pourrait peut-être clip Joshua Van. On l'a déjà vu là, se faire pincer là, à quelques reprises. D'ailleurs, se faire knocker au UFC contre Charles Johnson. Mais sinon, Joshua Van, avantage debout, c'est sûr et certain. Probablement late, si Taira a de la misère à avoir les takedowns, Joshua Van pourrait take over, rip le body, donner un punishment à Taira debout. Mais je pense vraiment que Taira va réussir à l'amener au sol. Puis qu'une fois à terre, non seulement les skills, mais la physicalité de Tatsuro Taira va faire la différence. Fait que donnez-moi Tatsuro. Je pense même qu'il y a des bonnes chances qu'il termine Joshua Van samedi. Probablement une soumission. Fait que let's go, let's roll with Taira et probablement le premier là, champion japonais là, au UFC level. La finale, on a Khamzat Chimaev qui va affronter Sean Strickland. Khamzat défend son titre versus Sean. Puis on va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. 15-0 pour Khamzat, 37 pour Sean Strickland, 32 ans, 35, combat chez les middleweight. Khamzat qui est un gros favori, évidemment, 6-2, 6-1, la portée qui est identique. Puis je n'ai parlé avec Max encore une fois. Je pense que Khamzat Chimaev, il va mopper l'octogone avec Sean Strickland. Je crois qu'il est beaucoup plus athlétique, il est plus rapide. Sa lutte exceptionnelle, son top control exceptionnel. On a vu Sean Strickland rusher avec les amener au sol de Dricus du Plessis. On a vu Khamzat, qu'est-ce qu'il a fait avec Dricus du Plessis. Je pense que il est juste un autre niveau, probablement un des meilleurs combattants de toute l'UFC au moment où on se parle. Tu sais, Sean, est-ce que vous voyez vraiment Sean gagner une décision avec des jabs et des tips pendant 25 minutes? Personnellement, j'ai de la misère.
La seule façon que je pourrais le voir gagner, c'est s'il réussit à faire travailler très très hard Hamzat en début de combat. Oui, il se fait takedown, mais il se relève, il scramble up, il le fait travailler, il se refait takedown, il se relève, etc. Peut-être que plus tard dans le fight, si Hamzat il gaze out, puis il a réussi à le faire travailler, il pourrait take over. Mais sinon, Hamzat, s'il réussit à l'amener au sol puis dominer la façon qu'il a dominé Dricus, ben il va pas se fatiguer. Il y a du cardio en masse là, pour un fight à ce pace-là. Hamzat, il va sûrement échanger un petit peu debout pour amener le combo au sol. Je pense pas qu'il respecte tant que ça le striking de Strickland. Il cogne dur. Il pourrait clipper Strickland solidement. Mais ultimement, je suis pas mal sûr qu'il va l'amener au sol. Est-ce qu'il va le finir ou non? Bonne question. Sean Strickland, c'est un tough guy. Je pense pas qu'il soit facile à mettre out nécessairement. Mais Hamzat is a different beast. On l'a vu à maintes occasions. J'ai en tête comment il a sorti Whittaker facilement de ce combat-là, qui a brisé la mâchoire carrément. Fait écoutez, Different Beast, c'est sûr qu'au HUD actuel, vous voyez moins 600, moins 549 Betway, pas mal le meilleur prix. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de viande autour de l'os. Je vais probablement avoir Hamzat dans un ou deux parlays. Si j'ai les premières legs, par exemple, si mettons j'ai 2 parlays avec Hamzat puis j'ai caché mes premières legs, à la limite, je mets un petit poke, un 0.5 unité sur Strickland juste pour edger au cas où Hamzat perdrait. Ça peut être une belle façon de faire au cas où qui arrive, je sais pas, une bad luck. Hamzat glisse sur une peau de banane puis il se brise le bras comme Alexandre Pantoja. Mais sinon, je pense qu'il va cruise à la décision. Probablement possible qu'il finisse Sean. Sinon, vraiment, là, une décision dominante en vue. Je pense qu'il va take down Sean, rinse and repeat, cumuler les amener au sol, cumuler le control time, cumuler les strikes, puis que ça va être pas une bonne soirée pour le chum Sean Strickland. Fait que, écoutez, je vais pas trop m'avancer plus que ça sur la finale. C'est mon read ici. Puis on a passé au travers tout le monde. Fait que les 13 combats, si jamais vous voulez des précisions, c'est sûr, les breakdowns, je fais ça un petit peu vite. J'ai des feuilles de notes assez complètes sur tous les match-ups. Fait qu'évidemment, j'en échappe quelques-unes. Mais si vous avez des avis différents, vous voulez parler de combat, whatever, n'hésitez pas à me faire signe. Ça va me faire grand plaisir. Je vous rappelle, si vous en voulez un petit peu plus, ça se passe principalement sur Instagram ou sinon sur Patreon là, pour les bêtes. Fait que là-dessus, gang, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon vendredi et une bonne carte ce samedi. Peace out.